Ce que je vais vous dire ici, vous ne l'entendrez ni à la télévision française, ni dans les manuels scolaires, ni dans les beaux discours des chefs d'État. Mais c'est pourtant la vérité. Une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous êtes fatigué des récits imposés, des demi-vérités coloniales et du mépris déguisé en aide, alors ici vous êtes au bon endroit. On ne parle pas pour plaire, on parle pour réveiller. Alors cliquez, abonnez-vous et partagez cette parole décoloniale. La France n'a jamais quitté l'Afrique, elle a juste appris à se rendre invisible. Fini les discours de domination assumés, fini les drapeaux tricolores plantés dans les terres volées. Aujourd'hui, elle agit en coulisses, elle finance, elle conseille, elle arme, elle influence. Elle ne gouverne plus directement, mais elle contrôle. Pendant que certains croient encore à la fin de l'Empire, d'autres vivent chaque jour les conséquences de ce que l'on appelle encore aujourd'hui, sans honte, la France-Afrique. Une toile d'araignée faite de dettes, de bases militaires, de coups d'État silencieux et de traités léonins. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Afrique, en particulier francophone, reste-t-elle l'un des terrains les plus surveillés, les plus manipulés, les plus fragilisés du monde contemporain? Et surtout, pourquoi la France tient-elle tant à rester impliquée? Humanisme ou stratégie impériale? Il faut remonter à l'après-Seconde Guerre mondiale. Le monde change, la décolonisation bat son plein. Officiellement, les pays africains obtiennent leur indépendance politique. Mais en coulisses, la France noue des accords secrets avec ses anciennes colonies. Des accords qui garantissent que même libérés, ces pays resteront liés à Paris par des fils invisibles, solides et parfois étouffants. Le franc CFA, par exemple, est l'un de ces liens. Derrière ce sigle technique se cache une réalité économique choquante. La monnaie de 14 pays africains est adossée au trésor français. Cela signifie que ces États doivent déposer une partie importante de leurs réserves en France. Un système conçu pour protéger les intérêts économiques français, au détriment de la souveraineté monétaire africaine. Mais ce n'est pas tout. La France conserve des bases militaires stratégiques dans plusieurs pays, souvent sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Pourtant, cette présence permanente est aussi un levier de pression politique. Quand un dirigeant s'éloigne trop de la ligne fixée par Paris, des sanctions, des coups d'État ou des campagnes médiatiques peuvent être orchestrées pour le rappeler à l'ordre. L'histoire regorge d'exemples. Des dirigeants africains qui ont tenté de s'émanciper se sont retrouvés isolés, renversés ou assassinés. Félix Houphouët-Boigny, pourtant souvent critiqué pour sa proximité avec la France, incarnait cette complexité d'une relation à la fois protectrice et dominatrice. Pendant ce temps, la jeunesse africaine grandit avec un sentiment profond de colère et de trahison. Aujourd'hui, cette colère s'exprime de plus en plus ouvertement. Les protestations contre la France-Afrique se multiplient. Dans des villes comme Bamako, Ouagadougou ou Dakar, des voix élèvent pour réclamer la fin de cette emprise et la reconstruction un véritable projet africain, libre et souverain. La France, de son côté, peine à accepter ce réveil. Ses discours officiels continuent de vanter une relation spéciale, fondée sur l'amitié et la coopération. Mais dans les coulisses, les stratégies s'adaptent, s'affinent, pour garder ce qu'elle considère comme son précaré. La guerre contre le terrorisme est souvent invoquée pour justifier des interventions militaires, comme l'opération Barkhane au Sahel. Pourtant, malgré des milliards dépensés et des années d'engagement, la situation sécuritaire se dégrade. Beaucoup voient dans cette présence une forme d'occupation déguisée, qui nourrit davantage le ressentiment et la violence qu'elle ne les apaise. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique? Peut-on imaginer un continent réellement libre, débarrassé de ces chaînes invisibles, où la France-Afrique, sous ses différentes formes, est-elle devenue un système trop enraciné avec des complicités locales puissantes? Cette question est cruciale, car elle engage non seulement la souveraineté des États africains, mais aussi la dignité de millions d'hommes et de femmes qui aspirent à un avenir différent. Un avenir où l'Afrique serait enfin maîtresse de ses ressources, de ses décisions, de son destin. À travers ce cycle de vidéos, nous explorerons cette histoire complexe, souvent cachée, parfois douloureuse, mais essentielle. Car comprendre, c'est déjà commencer à changer. Alors, êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences, à questionner ce que l'on vous a toujours dit, à réveiller la mémoire endormie de l'Afrique? L'histoire ne se raconte pas seule,
elle se construit avec vous. Depuis plusieurs décennies, un jeu d'ombre s'est installé entre la France et ses anciennes colonies africaines. Ce jeu est fait d'accords secrets, de compromissions politiques et d'intérêts économiques croisés. Il dépasse largement les frontières visibles et s'insinue dans les mécanismes mêmes des États africains. Loin des discours officiels et des cérémonies protocolaires, les élites politiques africaines se retrouvent souvent prises dans un réseau d'influence où Paris joue un rôle décisif. Certains dirigeants, parfois élus démocratiquement, voient leur marge de manœuvre réduite par des pressions subtiles, des menaces voilées ou des manipulations médiatiques orchestrées à distance. Ce que beaucoup appellent encore la coopération est en réalité une forme de contrôle à peine dissimulé. Les ressources naturelles sont au cœur de cette relation. L'Afrique regorge de richesses convoitées, uranium, pétrole, or, diamants, terres agricoles, des trésors qui attisent les convoitises et façonnent les alliances. La France, à travers ses entreprises, ses multinationales et ses réseaux d'influence, s'assure un accès privilégié à ces matières premières. En échange, elle offre un soutien politique, militaire et économique souvent conditionné. Mais ce pacte tacite ne profite pas aux populations africaines dans leur majorité. Les bénéfices réels de cette exploitation sont rarement redistribués équitablement. La pauvreté, le chômage, l'accès limité aux services essentiels restent des réalités concrètes pour des millions de personnes. Pendant ce temps, une petite caste d'élite, souvent liée à la France, s'enrichit et consolide son pouvoir. Cette dynamique nourrit un ressentiment croissant au sein des sociétés africaines, notamment chez les jeunes générations. Ces jeunes, souvent exclus des cercles du pouvoir, voient dans cette dépendance prolongée une forme d'humiliation, un frein à leur propre émancipation. Ils questionnent de plus en plus ouvertement la légitimité des gouvernements en place et la présence militaire étrangère sur leur sol. La multiplication des mouvements sociaux et des contestations politiques en Afrique francophone témoigne de cette montée des tensions. De Bamako à Ouagadougou, de Kinshasa à Dakar, les rues vibrent au rythme des revendications pour plus de justice, de transparence et de souveraineté. Ces mobilisations sont autant des cris d'alerte que des appels à une refondation profonde des relations avec les anciennes puissances coloniales. Par ailleurs, la question sécuritaire est devenue un levier stratégique majeur. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, la France justifie une présence militaire prolongée dans plusieurs pays du Sahel. Cette opération, connue sous le nom de Barkhane, s'est pourtant révélée inefficace, voire contre-productive, exacerbant parfois les conflits locaux et alimentant un cycle de violence. Les populations civiles subissent les conséquences de ces affrontements, souvent prises en otage entre groupes armés et forces étrangères. Le sentiment d'insécurité nourrit la défiance envers les autorités, qu'elles soient nationales ou internationales. Et dans ce contexte, la France apparaît de plus en plus comme un acteur controversé, parfois perçu comme un occupant plutôt qu'un partenaire. Ce contexte instable profite à des acteurs aux intérêts divergents. Rivalités internes, ingérences extérieures, enjeux géopolitiques. La scène africaine devient ainsi un terrain où se mêlent les ambitions locales et les stratégies globales. La complexité de ces interactions rend difficile toute solution simple ou rapide. Mais au-delà des enjeux géopolitiques, il y a une question fondamentale, celle du respect de la dignité africaine. Comment construire des relations basées sur l'égalité et la reconnaissance mutuelle après des siècles de domination et d'exploitation? Comment dépasser les schémas anciens pour imaginer une coopération réellement nouvelle, fondée sur la confiance et le respect? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles résonnent dans la vie quotidienne des millions d'Africains qui aspirent à un avenir meilleur. Elles interpellent aussi les consciences en France et ailleurs, invitant à une réflexion honnête sur le passé et sur les responsabilités présentes. Dans ce contexte, plusieurs voix s'élèvent, portées par des intellectuels, des activistes, des artistes, mais aussi par des politiques qui refusent la fatalité de la France-Afrique. Ces acteurs proposent des alternatives, des visions qui cherchent à dénouer les liens toxiques et à redonner à l'Afrique sa liberté de choix. La jeunesse africaine, en particulier, joue un rôle clé dans ce processus. Porteuse d'espoir et d'exigences nouvelles, elle remet en question les modèles hérités, refuse l'assistanat et revendique une place centrale dans la définition de son propre destin.
Cette énergie nouvelle est un moteur puissant de changement, mais elle se heurte encore à de nombreux obstacles, tant internes qu'externes. Il est donc crucial d'écouter ces voix, de comprendre leurs attentes et leurs luttes pour imaginer un futur différent. Un futur où l'Afrique ne serait plus un terrain de jeu pour puissances étrangères, mais un acteur autonome, fier et respecté sur la scène mondiale. Cette prise de conscience collective est déjà en marche. Elle s'exprime dans les mobilisations citoyennes, dans les réseaux sociaux, dans les débats publics. Elle interroge les relations historiques et pousse à une refondation profonde des partenariats internationaux. La France elle-même est confrontée à ce défi. Doit-elle persister dans ses logiques d'hégémonie ou accepter de transformer radicalement ses relations avec l'Afrique? Cette question, longtemps évitée ou minimisée, devient incontournable, car au-delà des intérêts économiques ou stratégiques, il y a un enjeu moral et politique, celui de la justice, de la réparation et du respect mutuel. Reconnaître les torts du passé, c'est ouvrir la voie à un dialogue sincère et égalitaire. Dans ce cheminement, la transparence, la responsabilité et la volonté politique sont essentielles. Elles sont les clés pour briser les chaînes invisibles qui entravent encore les progrès des nations africaines. Cette histoire complexe, faite de luttes, de compromis et d'espoir, continue de s'écrire aujourd'hui. Elle appelle à une vigilance constante, à une mobilisation collective et à une réflexion profonde sur le sens même de la souveraineté et de la liberté. Alors que nous avançons dans cette série, gardons à l'esprit que comprendre ces dynamiques, c'est se donner les moyens de les transformer. Que le passé n'est pas une fatalité mais un point de départ pour construire un avenir plus juste. CSNT est avec cette conviction que nous poursuivrons ensemble ce voyage à travers les réalités et les contradictions de la relation entre la France et El Bin Afrique. Au cœur des débats contemporains, une question revient sans cesse. Comment les relations entre la France et l'Afrique francophone évoluent-elles dans un monde en pleine mutation? Le contexte global, marqué par des bouleversements géopolitiques majeurs, impose de repenser radicalement ces liens historiques, souvent marqués par la domination et l'exploitation. Depuis la montée en puissance de nouveaux acteurs internationaux, la Chine, la Russie, la Turquie, le terrain africain devient une arène stratégique où se joue une compétition intense pour influence. Cette concurrence remet en cause la prééminence traditionnelle de la France et soulève des interrogations sur la capacité de ancienne puissance coloniale à adapter aux nouvelles réalités. Mais cette compétition externe masque parfois des dynamiques internes tout aussi complexes. En Afrique, les gouvernements sont confrontés à des défis multiples. Instabilité politique, crises économiques, tensions ethniques, défis environnementaux. Ces problématiques fragilisent les États et nourrissent un climat d'incertitude. Dans ce contexte, la question de la souveraineté prend un sens nouveau et urgent. Comment un État peut-il réellement exercer son pouvoir? Il est pris dans un réseau d'influences étrangères, de dettes opaques et de dépendances économiques. Ce paradoxe est au cœur de nombreuses crises actuelles. Par ailleurs, les discours autour de la lutte contre le terrorisme sont souvent utilisés comme justification pour maintenir une présence militaire étrangère importante. Pourtant, cette lutte est loin d'être neutre. Elle peut servir de prétexte à des interventions qui ne prennent pas en compte les réalités locales et qui parfois aggravent les fractures sociales et politiques. La militarisation croissante des espaces africains contribue à une dynamique de violence, où les civils sont souvent les premières victimes. Cette situation soulève des questions éthiques fondamentales sur le rôle des puissances étrangères dans la gestion des conflits africains. Face à ces enjeux, des mouvements de résistance s'organisent. Des groupes de la société civile, des intellectuels, des jeunes activistes réclament un changement profond. Ils dénoncent les mécanismes de domination et appellent à une reconstruction des relations sur des bases de respect mutuel et d'autodétermination. Cette contestation se traduit aussi par un regain de fierté culturelle et identitaire. La renaissance des langues, des traditions, des histoires propres à chaque peuple africain constitue une arme puissante contre l'hégémonie culturelle héritée de la colonisation. Cependant, cette émancipation culturelle est confrontée à des défis considérables. La mondialisation, les réseaux sociaux, les médias dominants imposent souvent des modèles uniformisés qui peuvent étouffer la diversité et renforcer les stéréotypes.
Dans ce paysage complexe, l'éducation critique joue un rôle crucial. Elle permet de déconstruire les récits imposés, de valoriser les perspectives africaines et de former des citoyens capables de penser par eux-mêmes. C'est un levier indispensable pour dépasser les schémas anciens et construire un avenir véritablement souverain. À ce stade, il est également essentiel de questionner le rôle des diasporas africaines. Souvent en première ligne dans la diffusion de ces idées décoloniales, elles constituent un pont entre les continents, une force de mobilisation et un vecteur de transformation sociale. Mais comment transformer cette énergie en changement concret, durable et bénéfique pour les populations? Cette question reste ouverte et appelle à une réflexion collective, impliquant à la fois les Africains sur le continent, leur diaspora et les partenaires internationaux prêts à envisager une relation nouvelle, égalitaire et respectueuse. En guise de conclusion, il faut reconnaître que ce chemin est semé d'embûches. Le passé colonial, avec ses violences et ses blessures, continue de peser lourdement. La France-Afrique n'est pas un mythe, mais une réalité qui perdure sous différentes formes. Pourtant, il existe une volonté grandissante de tourner la page. Cette volonté passe par la reconnaissance des torts, par la transparence, mais surtout par un engagement sincère à soutenir les projets africains autonomes, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels. Je crois profondément que l'Afrique peut et doit s'affranchir de ces chaînes invisibles, que la liberté ne se donne pas, elle se prend, et que cette prise de pouvoir passe par la connaissance, la solidarité et la mobilisation collective. Alors, que pouvez-vous faire, vous qui regardez cette vidéo? Commencez par vous informer, par questionner les récits dominants. Partagez ces idées autour de vous. Soutenez les initiatives qui défendent la souveraineté africaine. Et surtout, ne laissez pas cette histoire se raconter sans vous. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Partagez-la pour que cette parole décoloniale gagne en force et en portée. Ensemble, faisons tomber les murs du silence et construisons un avenir plus juste. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. La lutte continue et elle commence avec chacun de nous.